tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. Aujourd'hui, on est à l'épisode 13 de Podium, ça veut dire que ça fait exactement 3 mois qu'on a commencé. Comme vous le savez, au début de chaque nouveau mois, on vous fait un petit point sur les stats du podcast en toute transparence. Et donc aujourd'hui, les stats sont les suivantes. On a été assez étonné des résultats. Au niveau des plateformes de podcast, donc vous le savez, on est sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, et on publie tout ça via RSS. Donc ça diffuse automatiquement sur toutes les plateformes. Au niveau des écoutes, on est un tout petit peu au-dessus du mois précédent. Donc là, on a 160 écoutes à peu près au total des différents podcasts. Et on a gagné 10 followers ce mois-ci, ce qui est 40% de mieux que le mois précédent. Donc c'est assez intéressant de voir ça. J'ai pas le détail sur quelle plateforme. Est-ce que c'est Google Podcast, Apple Podcast? J'ai pas les détails. Je sais que juste on a 10 followers au total. Je pourrais vous donner plus de détails dans le futur sur les plateformes qui fonctionnent plus ou moins au niveau des écoutes et des followers. Au niveau de YouTube, on est à peu près sur la même tendance. Donc on a une centaine de vues de nos vidéos ce mois-ci, ce qui est à peu près similaire avec le mois précédent. Par contre, au niveau du watch time, donc le watch time, vous savez, c'est important sur YouTube, c'est la durée de vue de vos vidéos. Donc est-ce que les gens, ils ont regardé 2 minutes de votre vidéo de 20 minutes ou est-ce qu'ils ont regardé les 20 minutes? Et là, on a doublé le watch time. Donc ça veut dire que les gens regardent plus le contenu, plus longtemps. Ça, c'est intéressant. Et on a aussi 12 subscribers en plus sur la chaîne, ce qui nous monte à un total d'à peu près 35. Donc on a quand même un tiers en plus ce mois-ci, c'est cool. Donc ça monte crescendo sur ces plateformes de podcast et sur YouTube. On fait pas de promotion encore au niveau de YouTube et des plateformes de podcast, donc c'est du pur organique pour le moment. La seule promotion qu'on fait, c'est au niveau de Facebook, et c'est le prochain topic ici. Au niveau de Facebook, on poste le podcast et on met un petit budget de 20 € par podcast pour le booster, ce qui nous permet d'avoir à peu près entre 100 et 200 écoutes totales du podcast avec ce petit boost de 20 €, ce qui est pas excessivement cher. Le gros drop ce mois-ci, c'est LinkedIn. Hein, vous savez, on publie beaucoup ces petites vidéos, ces petits contenus sur LinkedIn. Beaucoup d'engagement le premier mois. Deuxième mois, ça a commencé à diminuer un petit peu. Ici, le mois d'avril était vraiment terrible au niveau engagement. C'était extrêmement faible au niveau des impressions et des vues. On pense que les vacances de Pâques ont joué un rôle, c'est certain. Le fait d'avoir toujours ces mêmes vidéos avec ce même fond bleu sur un peu toujours les mêmes sujets, peut-être à force intéresse un petit peu moins. Donc ce qu'on va faire ici, on avait beaucoup les œillères sur LinkedIn, on regardait beaucoup ce qui se passait au niveau de LinkedIn. On va avoir un peu plus de variance dans le contenu. Vous avez peut-être déjà remarqué, on va travailler un peu plus des carousels, un peu plus du contenu texte, et un peu moins de vidéos et peut-être des formats un petit peu différents. Donc on est en train de changer un peu notre stratégie de promotion sur LinkedIn. Tout le reste fonctionne. TikTok fonctionne toujours de la même manière. On a entre 200 et 400 vues sur chaque petit bout de vidéo qu'on poste. Donc ça, c'est vraiment cool. On a assez étonné de TikTok d'ailleurs à ce niveau-là. Donc comme quoi, on peut aussi faire du B2B sur TikTok. On a aussi le nombre de followers qui augmente. Donc ça, c'est cool. Et au niveau d'Instagram, on reposte aussi un petit peu. Donc là, on est en train de faire des tests, de tester un petit peu d'autres choses sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn aussi. Voilà, de renouveler un petit peu la manière dont on promotionne ce contenu et toujours en gardant cette qualité. Donc voilà, Jérôme, stat assez intéressante ce mois-ci. Je sais qu'on aurait bien aimé tripler l'engagement sur LinkedIn, ça n'a pas été le cas. C'était très fort au début et puis plus très fort maintenant. Toi, qu'est-ce que tu ressens au niveau des retours que tu as par rapport au podcast? Mais déjà ici, ce que tu disais est intéressant. Donc, c'est de mesurer les choses qui sont les plus intéressantes. Donc, effectivement, ce qui nous intéresse au final, c'est que les gens écoutent le podcast. Par contre, le piège dans lequel on est tombé tous les deux comme des grands, hein, donc on a beau travailler dedans depuis des années, on se laisse prendre par la machine. C'était de regarder un peu notre LinkedIn et de se dire sur LinkedIn, c'est top, on a des posts qui cartonnent. Et puis de moins en moins. Donc on se remet en cause en disant voilà, on va changer un petit peu le format, on va tester peut-être juste une certaine vignette, on va tester des carousels. Et au final, on est plutôt dans une tendance de voir LinkedIn plutôt comme un driver de temps à autre, mais plus comme quelque chose de systématique. Ce qui était le cas avant, de se dire voilà, il fallait qu'on fasse chacun nos articles, on se mentionnait dedans et tout ça. C'est plus trop le cas. Mais par contre, tu vois, en dehors effectivement du focus qu'on avait sur LinkedIn, j'ai des retours aussi de temps en temps, et c'est toujours assez rigolo, de personnes qui me disaient le podcast c'est top, toi j'écoute, c'est vraiment intéressant. Des gens que j'avais pas vu dans les interactions que j'ai pu avoir sur LinkedIn. Donc c'est intéressant de voir effectivement, et c'est important que ce soit pour un podcast, que ce soit pour votre activité, de bien mesurer les choses, de bien mesurer ce qui est le plus important pour vous. Dans notre cas, c'est l'écoute de podcast. C'est chouette quand on a des likes sur un post LinkedIn, mais au final, le like d'un post LinkedIn, c'est pas forcément une personne qui va écouter le contenu. Nous, ce qu'on veut au final, on prend du temps pour vous trouver des articles, pour les décoder, pour les décrypter. C'est vraiment avoir des écoutes les plus longues possibles. Ce que tu disais sur le watch time sur YouTube, honnêtement, c'est top, x2. C'est vraiment un bon indicateur de réussite, plus que effectivement avoir des gens qui nous suivent sur LinkedIn, des gens qui mettent des likes, c'est top. Donc ça veut pas dire qu'on n'y fait pas attention. Mais ici, voilà, LinkedIn a servi dans un premier temps de moteur.
Maintenant, à voir effectivement comment on va un petit peu adapter tout ça. On parlait d'autres formats aussi qui vont pouvoir aussi faire un peu la promotion du podcast. Donc, c'est intéressant et on a des retours. Je pense que tu en as toi aussi de ton côté. Donc, voilà, c'est intéressant, c'est encourageant et on va continuer. Hein, donc, que vous le vouliez ou non, nous, on va continuer à faire ce podcast. L'approche est originale et intéressante. Donc, continuons comme ça. Et je pense qu'effectivement, voilà, la transparence qu'on a au niveau des chiffres est intéressante pour vous, intéressante pour nous. De se dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, comment mesurer les choses, c'est intéressant, c'est pas intéressant, et qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite pour continuer à augmenter notre watch time, pour augmenter le nombre de vues sur les vidéos, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et donc, si ça peut vous inspirer, bah, tant mieux. Si vous avez des stratégies à nous proposer ou des astuces, honnêtement, n'hésitez pas aussi à en discuter avec nous. On est preneur de tout bon conseil par rapport à ça. Ouais, c'est top. Et comme je te disais la fois passée, on a beaucoup de bienveillance et je reçois parfois des messages qui me disent, ah ben tiens, on voit, vous pourriez peut-être tester ça, vous pourriez peut-être tester ça. Donc continuez à nous envoyer ça. On a ce podcast, c'est aussi le vôtre, donc ça nous permet de tester des choses. Et s'il y a des choses que vous trouvez intéressantes qu'on pourrait tester, on peut l'essayer. Donc n'hésitez pas à nous contacter à ce niveau-là. Et effectivement, comme tu as dit, Jérôme, faire attention toujours dans cette production de contenu aux vanity metrics, comme on appelle ça. C'est chouette d'avoir beaucoup de likes, mais est-ce que c'est ça qui importe? Non, ce qui importe, c'est les gens qui écoutent. Donc voilà, c'est un peu une éprouvette, si vous voulez, ce podcast pour vous aider, vous aussi, dans votre stratégie de contenu. Et comme vous voyez, hein, il ne faut pas hésiter de travailler différents formats, d'aller sur différentes plateformes. Et vous voyez que les résultats changent d'un mois à l'autre. On est dépendant aussi d'un peu des plateformes et du temps et de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Je te propose qu'on embraye alors sur les 3 articles du jour aujourd'hui. De quoi va-t-on parler exactement aujourd'hui? Alors, on va parler pardon, de YouTube qui introduit un keyword planner. Donc, si vous êtes familier avec les autres outils de Google, vous aviez déjà ça sur les Google Ads. Maintenant, ça va arriver au niveau de YouTube. On va parler aussi de Snapchat, de Snap. C'est une plateforme, à ma connaissance, on n'en a jamais parlé ici dans le podcast. Donc, on va un petit peu donner des chiffres et des tendances par rapport à Snap. Et on terminera ici au niveau de Google, une nouvelle manière de lancer des campagnes qui est le Performance Max. Et ça, tu nous en diras un petit peu plus à ce sujet-là. Yes, on commence alors avec la 3e place de ce podium. Effectivement, on a eu l'annonce la semaine passée. YouTube vient de rendre disponible à tout le monde son nouvel outil qui s'appelle Keyword Planner, hein, Keyword Research. En fait, cet outil il vous permet de faire quoi? Il vous permet de savoir ce que les gens recherchent dans YouTube. C'est un outil qui était déjà disponible dans les plateformes Google Ads ou parce que voilà, quand vous voulez faire une campagne Google Ads, vous voulez savoir qu'est-ce que les gens recherchent, quel est le volume, est-ce qu'il y a de la compétition. Donc toutes ces informations étaient disponibles au niveau de Google Search, donc ce qui se passe dans le moteur de recherche Google, c'était pas encore disponible au niveau de YouTube. Alors qu'à savoir que au jour d'aujourd'hui, il y a parfois plus de recherches journalières faites dans YouTube que dans Google Search. Et les recherches qui sont faites dans YouTube sont pas uniquement pour rechercher des musiques ou rechercher un YouTuber, mais sont aussi pour poser des questions, s'informer, rechercher des comparatifs, rechercher des avis, donc des choses sur lesquelles les publicitaires veulent éventuellement se placer. Et donc, c'est un outil qui était assez attendu, avoir cet outil de recherche de mots-clés. Cet outil de recherche va vous permettre de faire quoi? Il va vous permettre de voir le volume de recherche sur les mots-clés que vous avez envie et surtout le volume de recherche par audience. Parce que vous savez, sur YouTube, ce qu'on appelle audience, c'est des groupes de personnes qui ont des comportements différents. Et donc ici, le gros avantage, et c'est ce qui est noté ici dans l'article qu'on était cherché chez Search Engine Journal, c'est un site sur lequel on va beaucoup et on vous sort pas mal d'articles là-dedans. L'intérêt ici, c'est de voir le volume des mots-clés. Est-ce que ce volume est très recherché? Est-ce qu'il y a des tendances? Et le but derrière, pour vous, c'est pouvoir adapter votre contenu en fonction de ceci. Je vous donne un exemple très simple. On fait un podcast, on va parler de TikTok, de Snapchat et d'Instagram. Eh bien, on va pouvoir se dire, étant donné que cette vidéo, on va la publier sur YouTube, on va essayer de se placer sur les mots-clés qui ont le plus de volume de recherche et qui intéressent le plus. Et si on voit que TikTok a 10 fois le volume de recherche dans YouTube par rapport à Snapchat, eh bien, on va peut-être se dire, tiens, on va parler un peu plus de TikTok puisqu'on sait que c'est quelque chose que les gens recherchent. Donc, vous voyez, ça peut vous aiguiller un petit peu aussi dans la production de votre contenu. Et à terme, simplement, essayer de comprendre vos utilisateurs et se dire, voilà, qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'il y a des tendances? Qu'est-ce qu'ils regardent comme vidéo? Et justement aussi pouvoir vous aider dans vos stratégies marketing derrière. Donc, très, très chouette outil qui vient combiner le Keyword Planner de Google. Donc ça, c'est assez chouette et je pense que ça va être assez intéressant pour les marques de se renseigner là-dessus. Donc si vous avez l'occasion, allez utiliser cet outil. Allez regarder un petit peu ce que votre audience recherche, ce que les gens recherchent, quelles sont les tendances. Je pense que c'est toujours intéressant de rester on top de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérôme, de cet outil? Je trouve que voilà, on en parle assez souvent, toi, de tout ce qui est Google. Il y a quand même pas mal d'innovations qui sont faites à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'était
peut-être à ma connaissance, toi, j'utilise pas assez toutes les solutions Google. Assez surprenant que ça existe d'un côté, mais que ça n'existe pas de l'autre, en tout cas au niveau Google Ads, et que ça n'existe pas au niveau de YouTube. Donc l'idée ici, effectivement, est de pouvoir se placer le plus correctement possible, ou d'identifier le plus correctement possible des tendances. Donc effectivement, tant mieux que ça existe. Et je pense que c'est pas la dernière innovation que Google va nous sortir cette année. C'est ça, YouTube est plus juste une plateforme où on va regarder des vidéos pour l'entertainment, c'est une plateforme où aussi on va aller rechercher de l'info, et donc si on recherche, eh bien cette data peut être valable pour les publicitaires et pour les marketeurs comme nous. Bien écoute Jérôme, je te lance alors sur la deuxième place de ce podium aujourd'hui, on va parler de Snapchat. Oui. Donc voilà, Snap, on n'en parle jamais ou très très peu, que ce soit nous ou même dans des plans médias pour les clients pour lesquels on travaille. Je ne sais pas si toi, tu as déjà lancé souvent des campagnes sur Snap. Moi, C'est honnêtement, je très pense très que rare, ouais, Snap, très j'en ai très fait rare. une. Donc c'est très 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 rare. Et ici, l'ADN, donc il y a un site, on a déjà sorti des articles qui viennent de ce site, a lancé voilà, un article juste pour donner un petit peu le positionnement de Snap, un petit peu la tendance. Et le titre est assez rigolo. Donc c'est Snapchat, ce réseau social des plus jeunes qui séduit désormais les vieux. Donc, toi, c'est un peu voilà, antinomique entre les deux. Et donc, Snapchat, au niveau de la perception, on a toujours tendance à croire que c'est effectivement uniquement destiné aux plus jeunes, comme a pu l'être TikTok, en disant, bah voilà, TikTok, c'est un réseau social pour les plus jeunes, c'est pour les gamins, c'est pour mes enfants, si j'en ai, c'est pour mon cousin, c'est pour ma cousine, pour ma nièce. Moi, je l'utilise pas, c'est pas fait pour moi. Mais c'est pas totalement vrai. On l'a vu depuis 2 ans avec le confinement. On a quand même pas mal d'usages au niveau digitaux qui ont changé, qui ont évolué. Et donc, ce que montre cet article de l'ADN, c'est qu'en 2 ans, l'utilisation de Snap chez les 35-49 a augmenté de 62% en France. Donc, juste un point par rapport à l'étude. C'est vraiment des chiffres sur la France, c'est pas sur la Belgique malheureusement. Mais on peut se dire voilà, qu'on a une proximité avec nos voisins français, on a peut-être des usages qui sont similaires. Mais donc, augmenter de la sorte sur des 35-49 ans, c'est juste gigantesque. Les 35-49 ans, c'est grosso modo l'âge du public cible sur Facebook. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on aurait peut-être tendance à le récupérer de l'autre. Je ne sais pas si toi, tu utilises Snap, mais en tout cas, moi, je l'ai utilisé à un moment, je l'ai supprimé parce que voilà, j'avais pas un intérêt particulier là-dedans. Mais donc, ce que dit l'article aussi, c'est que voilà, sur ce cœur enfin pas le cœur aussi, mais sur cette augmentation qui se fait chez les plus âgés, c'est peut-être aussi des gens qui avaient de la curiosité pour l'outil, mais aussi une certaine maturité qui est peut-être arrivée au niveau de Snap. Donc des gens qui étaient utilisateurs quand ils étaient plus jeunes, mais qui ont gardé l'application au fur et à mesure du temps, qui se sont dit voilà, c'est pas parce que je ne suis plus jeune universitaire ou jeune collégien ou personne qui a terminé ses études, c'est pas pour autant que je vais abandonner Snap. J'ai créé mes habitudes avec mes amis continuent à utiliser, ben, je vais continuer à utiliser la plateforme même après l'âge d'or, si on veut, de la plateforme, qui est plutôt chez des 15-25 ans. Public qui augmente aussi, mais qui augmente beaucoup moins haut que ce que peut l'être chez les plus âgés. Et dernier point ici dans l'article, ce qui montre ici dedans, c'est que Snap est l'application qui est la plus utilisée auprès des 15-49 ans en France. Avec, j'aurais trouvé, je pensais quasiment 20 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc voilà, c'est des chiffres qui, moi, toi, me frappent un petit peu parce que j'ai pas du tout cette logique, ce réflexe Snap. Mais donc, par rapport à des plans médias, je pense que de nouveau, c'est important de comprendre à qui on s'adresse, de voir quels sont les usages de ces personnes et de voir, vous, en tant que marketeer ou agence, quelles recommandations vous pourriez faire en termes de plateforme ou vous dire bah, de quelle manière ça va être intéressant de développer du contenu sur cette plateforme. Je ne sais pas si ces chiffres te choquent aussi comme ils ont pu me choquer, et choquer entre guillemets. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Julien, au niveau de Snap et au niveau de cette évolution chez des plus âgés. Je suis assez surpris aussi parce que effectivement Snapchat, enfin dans le marketing, on a toujours vu ça comme le réseau social pour les jeunes, et donc on voulait faire des campagnes pour les jeunes, on allait sur Snap, mais jamais plus. Mais effectivement, c'est des chiffres qui augmentent et je suis tout à fait d'accord avec toi. Les usages ont changé avec le confinement, c'est dans la tendance. On a vu que une plateforme comme TikTok aussi, la base d'utilisateurs commence à vieillir dans le sens où il y a plus d'utilisateurs plus âgés qui viennent sur ces plateformes. Pour le côté entertainment de ces plateformes, ben voilà, tu vas sur TikTok, tu commences à scroller, tu vas passer 1 heure. Avant, c'était les jeunes qui le faisaient, mais maintenant, les gens un peu plus âgés le font aussi. Et c'est ce qui se passe un peu avec Snapchat de la même manière. Après, Snapchat aussi a ce mode de fonctionnement très spécifique avec, on regarde un snap et une fois qu'on l'a regardé, il est parti. Cette instantanéité qui est aussi, enfin, qu'on retrouve vraiment dans Snapchat et qu'on retrouve pas ailleurs. Et donc, je pense que ça commence à séduire. Je pense que ces outils-là séduisent plus vite les plus jeunes parce que ils sont plus rapides à absorber ces outils et ça prend juste un peu plus de temps pour les faire découvrir à des publics un peu plus âgés. Et c'est ce qu'on discutait la fois dernière ici maintenant, c'est que
ces audiences sont en train de changer et votre audience n'est pas en un seul endroit. Donc, c'est-à-dire, si, imaginons, comme tu le disais tout à l'heure, vous voulez toucher les 35-45, bah, vous n'allez pas juste les toucher en allant faire de la pub sur Facebook parce qu'on dit que Facebook a une population d'utilisateurs un peu plus âgés. Vous avez des 35-40 qui vont être sur TikTok, des 35-40 qui vont être sur Snap, et on voit que c'est en train de se redistribuer, des cartes sont un peu en train de se redistribuer au niveau de ces audiences, et donc il faut y penser dans les médias plans. Donc plutôt que mettre tout le budget sur une plateforme, eh bien parfois il faut peut-être essayer de se dire, voilà, on va en tester 2-3, on va voir les performances, mais je sais que mon audience, elle va avoir différents touchpoints et elle peut se trouver sur ces différentes plateformes. Donc je suis assez surpris du volume que tu m'annonces là au niveau de la France. Ouais. Comme tu dis, c'est pas les datas belgiques, mais en général, c'est régulièrement assez proche. Donc, ça m'étonnerait pas on voit aussi cette évolution au niveau de Snap Belgique. Et c'est aussi, bah, comme tu le disais, hein, c'est la même évolution qu'on a eu chez TikTok. Donc, je pense que c'est une tendance globale au niveau de ces plateformes. Donc, ouais, à y penser clairement dans les médias plans. Moi, je suis comme toi, hein, j'ai fait, je pense, une fois une campagne sur Snap. C'est pas vers ça qu'on va directement. C'est un peu l'oublier des plans médias comme on a pu le faire avec Pinterest. Mais ouais, c'est quelque chose à voir. Et ce qui est cool aussi avec Snapchat, on peut peut-être en parler, c'est qu'ils te permettent de faire des lens, ils appellent ça, tu vois, avec des effets spécifiques ou des jeux et compagnie, un peu comme ce qu'on peut voir sur TikTok. Mais Snapchat était déjà là avec ce mode de fonctionnement à l'avance, et c'est ça peut aller un peu plus loin dans notre marketing et justement inciter l'interaction un peu plus et donner justement une image de marque un peu différente de ce qu'on peut voir sur Insta ou sur Facebook. Non, non, mais voilà, ici c'était Snap, et on reviendra la semaine prochaine, je peux déjà le dire, sur TikTok. On a aussi des updates des chiffres au niveau digital et social global, avec un focus sur TikTok. On verra, voilà, on reviendra avec du TikTok, avec des chiffres. Vous allez voir, l'évolution de TikTok, elle est quand même aussi massive au premier trimestre 2022. Yes. Eh bien, écoute, on passe alors sur la première place de ce podium du jour. On part chez Google pour le coup, avec les campagnes Performance Max. Donc, Performance Max, c'est un nouveau type de campagne qui est disponible au niveau de la plateforme Google Ads. Donc, bien faire la distinction. Dans la plateforme Google Ads, vous pouvez faire plein de choses. C'est pas uniquement destiné à faire ce qu'on connaît le search, donc c'est-à-dire se placer avec des annonces quand les gens cherchent un mot-clé. Il y a moyen de faire plusieurs choses. Au sein de la plateforme Google Ads, il y a moyen de faire des campagnes sur YouTube, des campagnes display, donc des banners que vous voyez sur les sites internet. Il y a moyen de faire des campagnes historiquement Gmail, qui maintenant s'appellent les campagnes Discovery. Il y a moyen de faire plusieurs types de campagnes, les campagnes shopping aussi. Et donc Google essaye toujours de venir avec des nouveaux types de campagnes pour toujours essayer d'optimiser les performances. Et alors ici, il y a quelques mois, on vous en a pas encore parlé parce qu'on attendait d'avoir un peu plus d'infos et un peu plus les avoir utilisées. Ils ont lancé ce qu'on appelle Performance Max. Performance Max, le goal de ces campagnes, c'est de faciliter la gestion des campagnes pour les publicitaires, pour les sites e-commerce notamment. Et donc le Performance Max, c'est très simple. C'est, je vais dire, une campagne fourre-tout dans laquelle vous allez avoir du search, de la vidéo, donc YouTube, du display, se placer sur tout l'écosystème Google. Et donc comment ça fonctionne? À la différence des campagnes search où on met des keywords et du texte, campagne YouTube où on met vidéo, des campagnes display où on met des banners, ainsi que shopping où on met ses produits, ben ici tout va être groupé en une seule campagne. Et donc on va créer une campagne Performance Max, donc la création est déjà beaucoup beaucoup simplifiée par rapport aux autres types de campagnes. On va donner du contenu textuel, on va donner des images, on va donner des vidéos, on va connecter son flux de produits shopping et on va dire à Google, voilà l'audience que j'aimerais toucher. Donc on ne cible plus uniquement des intérêts comme on pourrait l'avoir sur Facebook ou des keywords. Google va créer des audiences par rapport au type de personnes qu'on veut aller toucher. Donc on peut donner par exemple des exemples d'autres sites internet, des exemples d'audience, de démographique, d'âge, des mots-clés qu'on estime que nos personnes iraient chercher. Et Google va essayer de recréer une audience de ces utilisateurs-là. Et Performance Max va aller blaster, si vous voulez, tous ces assets que vous lui avez donnés sur cette audience à travers tout l'écosystème Google. Ce qui simplifie vachement la création de campagne, puisque vous ne devez plus faire une shopping, une search, une YouTube, une display, et aller les manager individuellement. Tout est fait en un avec Performance Max, et Performance Max s'occupe de tout pour vous amener un maximum de conversion. Il y a toujours un revers à la médaille. Le revers à la médaille de ce type de campagne, c'est, comme on le disait avec Jérôme, au niveau de Facebook, c'est pareil, c'est une black box. C'est-à-dire que voilà, vous donnez une partie de data, une partie d'information à cette campagne Performance Max, et après, elle fait le boulot tout seul. Et vous avez très peu de latitude pour aller voir sur quel mot-clé on s'est affiché, pour aller voir sur quel placement on s'est affiché, sur quelle vidéo YouTube, savoir un petit peu d'où viennent les conversions. C'est assez nébuleux. Pour le moment, il y a encore très très peu d'infos qui est donnée au niveau du reporting sur le Performance Max. C'est j'ai dépensé autant, ça m'a ramené autant de conversions et de revenus. Donc c'est encore assez succinct au niveau de ce qu'on peut voir. Donc
black box, et on sait très bien, voilà, au niveau des black box, faut toujours se méfier. Si les résultats derrière sont bons, tant mieux. On a économisé énormément de temps en management de campagne à tout splitter, à tout faire manuellement. Mais si ça marche pas, on peut vite aussi cramer son budget sans trop savoir où c'est parti. Et deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on optimise des campagnes qui sont full automatiques. Est-ce qu'on les lance, on branche la carte de crédit et puis on laisse tourner, on n'a plus rien à faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir les optimiser? Et donc ça, c'est encore un peu flou pour le moment. On l'a testé sur certains clients chez nous. On a été surpris des performances parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens. Mais ce qui est très embêtant pour nous, c'est vraiment ce manque de visibilité sur ce qui se passe derrière. Est-ce qu'on se place sur des mots-clés de marque? Est-ce qu'on se place sur des mots-clés génériques? Sur quel type de placement on va aller se placer? C'est assez nébuleux et donc on n'aime pas trop ça. Si les performances étaient 10 fois mieux que ce qu'on pouvait faire manuellement, alors oui, ça vaudrait peut-être la peine. C'est pas encore le cas. Par contre, sur certains comptes, on a remarqué que le temps que ça nous prenait de les créer et de les manager au jour le jour, ça nous fait gagner énormément de temps par rapport à des campagnes search, shopping, YouTube et display pour des résultats qui étaient au final assez similaires. Donc parfois, ça peut peut-être valoir la peine de donner la chance à Performance Max, de le tester, de voir les résultats que vous avez, parce que au final, ce qui compte, c'est les résultats. Et si pour le même résultat, vous pouvez diminuer le temps de travail, et ce temps de travail, pouvoir le mettre dans de la créa, dans l'amélioration de votre site web, dans l'amélioration de votre service client et compagnie, ben, ça vaut peut-être la peine aussi. Donc ici, moi je dirais testez-le. C'est vraiment un nouveau format. C'est assez simple à mettre en place. Parfois ça fonctionne, parfois pas, mais testons-le. On est toujours un peu réticent avec les nouveautés Google. On laisse toujours un peu couler d'eau sous les ponts pour voir ce que ça donne. Mais voilà, donnez-lui sa chance, essayez-le de votre côté et tenez-nous au courant sur les résultats que vous avez. On est toujours intéressant de comparer ça avec vous. Et je voudrais faire le parallèle avec toi, Jérôme. Donc ici, on en a déjà parlé, ces plateformes vont vers de l'hyper-automatisation des campagnes, de la création automatique à la gestion automatique, aux résultats automatiques. Est-ce qu'on n'est pas finalement en train de perdre un petit peu le talent des marketeurs qui était comme le tien ou le mien, de pouvoir savoir comment on optimise une campagne, savoir ce qu'on va faire à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Ici maintenant, on branche la carte de crédit, on donne l'info à Google et Google et Facebook s'occupent de tout. Est-ce qu'on est Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu sens que ton boulot est à risque dans les années à venir à cause de cette surautomatisation? Euh, je pense que tu as une évolution qui est inéluctable vers de la simplification technique au niveau de tout ce que tu parlais, au niveau des setups. Ici, voilà, à force de donner des formations sur le sujet, tu te rends bien compte que ce qui paraît évident pour toi l'est peut-être beaucoup moins pour certaines personnes parce qu'effectivement, il y a pas mal de clics à droite ou à gauche. Quand tu gères ta campagne, tu as tes habitudes, tu sais exactement où tu dois aller. Pour une personne qui se plonge dans les outils la première fois, que ce soit un Business Manager, que ce soit du Google Ads, c'est pas fondamentalement évident. Quant à la logique, ok, c'est facile, c'est évident. Par contre, il y a tellement de petites subtilités à droite ou à gauche que les gens peuvent se perdre un petit peu dans l'océan de tout ce qui existe. Donc ici, je comprends très bien toi, la volonté de simplifier les choses, de mettre un petit peu moins d'options disponibles. Par contre, je trouverais ça dommage que les outils se simplifient à outrance en disant, ben voilà, pour tout le monde, par défaut, on va passer dans les formats qui sont automatiques ou avec une série d'étapes qui sont déjà préalablement faites pour toi. Si une personne a envie de passer par le trajet simplifié, pas de souci pour moi que cette personne le fasse. Par contre, si quelqu'un a envie de se casser la tête avec toutes les options, à faire des optimisations à droite ou à gauche, j'aurais tendance à dire que ces choses-là doivent rester. Ça serait dommage de ne pas garder un contrôle jusqu'à un certain point sur tes campagnes. Il y a effectivement des choses, ce que tu disais, si tu peux gagner du temps à avoir un seul setup au lieu d'en faire 4 dans tes campagnes et tu n'y perds rien, autant que ça se fasse de cette manière-là. Par contre, que les choses qui soient automatisées puissent être lisibles et qu'on puisse avoir du reporting par rapport à ça, plutôt que de se dire, j'ai créé une campagne qui est une espèce de, je ne vais pas dire un monstre, mais tu vois, qui est une coupole et dedans, il y a des sous-groupes. Si je ne peux pas accéder aux sous-groupes ou avoir de la finesse au niveau des résultats, si mon métier évolue, parce que je disais mon métier était lié à risque, il va peut-être évoluer dans une analyse plus profonde des résultats, dans une optimisation qui est faite à un autre niveau que juste dans le setup. Il faut me donner aussi des outils pour le faire. Si j'ai juste automatisation au début et automatisation des résultats, grosso modo, il reste pas grand-chose à faire. Et là, effectivement, et ton métier et le mien, il est fondamentalement un risque et il va falloir qu'on pense sérieusement à faire autre chose. Mais donc voilà, je crois que effectivement, la simplification est bonne jusqu'à un certain point. Il faut pas rendre les choses trop simples non plus. On reste quand même sur des milliers de critères de paramètres avec
dans un certain sens, je pense, une valeur ajoutée humaine qui reste importante et qui ne peut pas être négligée au niveau du setup de tes campagnes. Ouais, tout à fait, tu as raison, et c'est vers ça qu'on va. Et je reprends une phrase de Frédéric Vallée, c'est le CEO d'une boîte qui s'appelle Optimizer, qui travaille dans le domaine du Google Ads, où il dit que les digital marketeurs aujourd'hui, ils sont plus là pour construire l'avion, ils sont là pour piloter l'avion. Donc, c'est-à-dire que votre Boeing, il va pouvoir aller être mis en mode pilote automatique. C'est un peu ce qu'on voit ici avec ce type de campagne. Par contre, le jour où il y a un souci et qu'il faut reprendre les commandes, il faut qu'il y ait un pilote de qualité aux commandes. Pour le décollage, pour l'atterrissage et au cas où il se passe un problème en vol. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, on voit avec le marketing, c'est qu'il y a un maximum d'autopilotes qui sont mis en place par les plateformes. Par contre, si vous mettez un enfant aux commandes, l'avion il va pas atterrir, il va pas décoller. Et donc c'est ça il faut faire attention aujourd'hui. Et je pense que notre boulot est amené à évoluer, aller peut-être parfois un petit peu moins dans la complexité technique qu'on aimait bien vendre il y a quelques années, en se plaçant comme des hyper experts de la technique. Maintenant, voilà, il y a d'autres choses à regarder aussi. C'est pas une mauvaise chose, il faut se remettre à jour et il faut s'adapter au marché clairement. Et bien justement, ça me permet d'aborder ici sur la fin de ce podium et rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec cette histoire de notions. On donne des formations et on se rend compte que les gens n'ont pas toujours les mêmes notions qui nous semblent évidentes. Eh bien, on a envie de développer un nouveau format ici, en plus de ce podium, qui serait une session qui serait mensuelle ou bimensuelle, qui serait une session live cette fois, dans laquelle on traiterait de sujets un peu comme on l'a fait la semaine dernière, c'est-à-dire reparler de basiques sur les plateformes, de basiques sur le Google Ads, de basiques sur le Facebook et les réseaux sociaux, sur la mise en place, sur l'optimisation. Et elle est vraiment dans le concret. Donc ici, on est dans le traitement des news et de l'actualité. On se rend compte que parfois, les sujets dont on peut parler sont toujours des sujets à la pointe, des sujets d'actualité. Et parfois, on se rend compte que les basiques sont pas encore maîtrisés pour beaucoup. Et donc, on voudrait faire ces sessions live qui se dérouleraient à peu près de la manière suivante, c'est-à-dire une présentation, un retour sur les basiques pendant une vingtaine de minutes. Ce serait live évidemment sur différentes plateformes, qui serait suivi d'une session de Q&A dans lesquelles vous pouvez interagir et justement nous poser vos questions en direct sur vos cas pratiques que vous avez dans vos campagnes, sur vos interrogations par rapport au lancement de futures campagnes, notre avis sur des stratégies ou notre avis sur des plateformes, et faire ça de manière, comme je vous l'ai dit, mensuelle ou bimensuelle, qui nous permettrait d'aller un peu plus dans le détail et de couvrir ces basiques avec vous sur un format un petit peu différent. Donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans les semaines à venir. On vous tiendra au courant sur les différentes plateformes de ce nouveau format. C'est quelque chose qu'on aimerait intégrer parce qu'on ressent vraiment un besoin, après avoir fait ces 3 mois de podium pour le moment, d'aller encore plus, comme on le fait déjà maintenant, vers de la vulgarisation et au niveau des plateformes pour que vous puissiez les maîtriser encore mieux, parce que voilà, c'est un écosystème qui évolue extrêmement vite. Vous avez vu le nombre de news qu'on a chaque semaine, et encore, on devrait avoir 3 heures de podcast chaque semaine pour vous parler de tout. Et donc ici, je pense que c'est intéressant parfois de mettre un peu le frein, de poser un peu le pied en arrière et de se dire, voilà, est-ce qu'on a bien compris toutes les bases d'abord avant de courir après l'actualité. Et donc voilà, nouveau format qui va arriver, on vous tient au courant dans les semaines à venir. Mais je pense que Jérôme, on donne pas mal de formations tous les deux, et je pense que c'est vraiment un besoin qu'on a ressenti dans les gens qui écoutent ce podium aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça, c'est pour un peu casser des mauvaises compréhensions ou voilà, ne pas avoir de tabou sur les questions aussi. Il n'y a pas de bêtes questions, hein, ça, enfin, je vais pas vous refaire la citation, mais l'idée ici, c'est vraiment de partir de cas concrets. J'avais partagé sur mon LinkedIn il n'y a pas longtemps une agence au Canada qui fait ça. C'est vraiment partir d'exemples de campagne pour vous faire comprendre les choses aussi. Plutôt que de partir ici, on parle d'articles et on vous donne voilà, des illustrations, mais c'est vraiment être le plus concret possible pour que vous puissiez aussi poser vos questions. Donc, on prendra la peine, je pense, de vous faire des sondages sur LinkedIn, parce qu'on sait que tout le monde adore ça, pour voir au niveau de la forme ce qui est le plus intéressant au niveau des plateformes. Mais je trouve ça intéressant. Après, voilà, de nouveau, on est dans l'itération. Donc, on teste des choses, on teste des formats, on teste des manières d'interagir avec vous, et on verra si effectivement ça vous intéresse. Notre intuition nous dit qu'effectivement ça va être intéressant. Après, à voir effectivement s'il y a des gens qui viennent nous parler, qui viennent poser des questions. On est là on complète des expertises sur du Facebook et sur du Google. Donc, voilà, c'est des choses qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Si vous voulez, si vous avez des idées de sujets ou quoi que ce soit, ça sera le bon moment pour en parler. Et donc, déjà ici, on a la langue bien pendue sur 3 articles. Donc, j'ose pas imaginer ce que ça va donner quand on va faire du live. Il faudra qu'on se mette aussi des limites de On va temps. prévoir du temps. On va prévoir une bonne plage horaire pour le Q&A derrière. Mais je pense que c'est là aussi, c'est là où est l'intérêt, c'est de pouvoir justement échanger des retours d'expérience avec tout le monde. On est dans le digital depuis pas mal d'années, mais on apprend tous les jours de tout le monde. On n'a pas la science infuse. Et je pense que justement, ces sessions nous permettront à vous et à nous d'apprendre et de pouvoir être encore meilleurs dans notre boulot aussi au jour le jour.
C'est vraiment là le retour d'expérience qui est le plus important. Donc voilà, on vous en parle dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et on se dit de toute manière à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut Jérôme. Ciao, salut Julien.